Bonjour, bonjour. Alors, je suis Armelle Billet, je suis Product Marketing Manager pour Atempo. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire de lancement de la version 4.2 de Myria. J'ai du renfort pour cette session avec la présence avec moi de Renaud Bonnevie, qui est le directeur du Product Management. J'ai également Mathieu Devulder, qui est Technical Product Manager spécialisé stockage, et Thibault Lausière, qui est Technical Product Manager spécialisé Bonjour. sécurité. Voilà, alors on est parti à peu près pour 45 minutes de session. On va réserver 10 minutes à peu près sur la fin de session pour, euh, pour les questions-réponses, pardon. Donc, en parlant des questions, n'hésitez pas, vous avez un onglet ou un bouton qui s'appelle Q et R. N'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet tout au long du webinaire et on les traitera à la fin. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà. Alors, si vous avez des questions au-delà du webinaire, vous nous contactez et on les traitera pour la suite. Alors, en termes de contenu, on va présenter les fonctionnalités les plus importantes de cette version, donc en particulier les rasure coding sur librairie de bande et le chiffrement de données au repos, qui sont deux fonctionnalités pour lesquelles on vous fera des démonstrations. Et on va également vous présenter le nouveau système de quotas qui permet de limiter le volume sur les repositories, la nouvelle tâche de copie sur bande, la possibilité de masquer les métadonnées et des évolutions sur des stockages, des évolutions également sur les systèmes d'exploitation. Voilà. On est parti et avant de donner la main à Mathieu, on va parler de l'Erasure Coding tout d'abord. Juste avant de donner la main à Mathieu, je voulais vous donner deux mots d'information par rapport au périmètre de cette fonctionnalité d'Erasure Coding. Alors l'Erasure Coding, bon, c'est des techniques que vous connaissez, hein. On parle d'un système de stockage qui est similaire à un RAID. Là, par contre, c'est du codage qui va se faire sur la bande. Le but du jeu, c'est de faire un stockage qui va être résistant, résilient pour de l'archivage. Et cette fonctionnalité, pour l'instant, elle est en bêta, elle est développée pour répondre à un besoin et à des demandes de cloud service provider qui souhaitent implémenter un service d'archivage pour le proposer à leurs clients. Donc, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à un archivage de type glacier. Donc aujourd'hui, plutôt destiné à des services providers cloud, euh, mais on a vraiment l'intention de faire évoluer cette fonctionnalité et de la rendre disponible pour des usages plus entreprises, pour que ce soit pour de l'archivage, que ce soit pour du backup, toujours dans un objectif d'être économique en termes de volume stocké et pour de la résilience. Si vous êtes intéressé par cette évolution de cet Erasure Coding sur bande, pour un déploiement de cette fonctionnalité dans votre environnement, que ce soit en entreprise ou dans un centre de recherche, une université, etc. N'hésitez pas à nous contacter. C'est le bon moment là en ce moment pour nous faire vos retours et pour participer à l'évolution de cette fonctionnalité on est en plein dedans. Voilà, donc avec ces premiers mots d'introduction, je vais passer la main à Mathieu, si tu veux bien, qui va nous en dire plus. Donc en effet, l'Erasure Coding, hein, également appelé code d'effacement en français, mais je pense que le terme est quand même moins usité. Le but est d'avoir une tolérance de panne, une tolérance sinistre, hein, qui soit au minimum équivalente à une double copie sur bande, mais avec une empreinte de données qui est moindre. Alors, petite explication avec ce tableau. On a à gauche, en fait, une copie unique sur bande, donc en fait, une empreinte simple, disons un indice 100. Une copie double sur bande, en fait, on aura un overhead de 100, c'est-à-dire une empreinte indice 200. Et il nous faudrait, on a des petits exemples en bas, 42 médias au lieu de 21. Bon. Avec l'Erasure Coding, sur un schéma canonique 4+2, je vais y revenir, on va saucissonner la donnée, en fait, donc notre job, en 4 parties égales, et on va à côté calculer, hein, à l'aide d'algorithmes de type Reed-Solomon, 2 blocs de parité supplémentaires et qu'on va ensuite ventiler sur différentes librairies de bande. Donc, comme vous pouvez le constater, évidemment, on se retrouve avec un indice 150, donc un overhead uniquement de 50%, au lieu de 100%.
et une tolérance sinistre qui est possible sur 3 sites. Heu, Lorsqu'on travaille une population en fait, de bandes très importante, comme c'est le cas des cloud providers et de leurs services, d'archives, l'économie en fait est relativement, substantielle, même très importante, heu, vis-à-vis du nombre de bandes et surtout de l'empreinte, sur, les différents data centers. Voilà, on peut passer à la prochaine. Voilà, donc je vais vous, montrer une petite démonstration de la configuration en fait de l'Erasure Coding sur, Myria 4.2 sur 3 sites. Alors un petit schéma de principe rapide, pour réexpliquer, ce que je vais vous montrer. Donc on a 3 sites différents, dans lesquels on a chacun, sur chaque site, une librairie de bandes qui contient 4 drives, hein, et on a un data mover par site et on va archiver donc à l'aide du serveur Myria et de ses data movers, les données ventilées sur 3 sites. Le but étant toujours de pouvoir avoir une tolérance de panne, mais également une tolérance sinistre. C'est-à-dire que si on perdait un site, on peut toujours, grâce à la ventilation des chunks de données et de parité, reconstruire la donnée de manière à ce que la production en fait, ne soit pas arrêtée, même en cas de sinistre. Donc, prochaine diapositive. Voilà, on va démarrer la démonstration. Donc, on se rend dans le Media Manager. On voit ici que nous avons 3 librairies sur 3 sites différents. Chacune à gauche a 4 drives qui sont populés donc avec un certain nombre de cartouches. On a déjà, travaillé, sur ces cartouches, hein. La partie verte indique qu'elles sont assignées. Nos data movers ici sont au nombre de 3, donc répartis chacun, sur, les 3 sites. Nous avons un FSC, donc un file system container pour, les problèmes d'exception, hein, si on avait le besoin de reconstruire suite à des chunks manquants. Ici, l'archivage sur le SMC en Erasure Coding a sa petite icône. Ici, le TEP cache disk qui est indispensable sur chacun des data movers. L'Erasure Coding, on a choisi une formule dérivée du 4+2, un petit peu plus ambitieuse, du 12+6. On voit ici qu'on a ventilé sur les 3 sites 4 blocs de données sur chaque site et 2 blocs de parité sur chaque site. Je vous remontre également la partie paramètres. Donc, dans les default settings, les jobs global, on a ici donc l'ici rebuild qui est le FSC, qui sera notre Erasure Coding proxy location, toujours une fois de plus en cas d'exception, uniquement. Sinon, les données sont restaurées de manière linéaire. Ici, nous allons créer un nouveau projet. On lui donne un petit nom, EC démo, parfait. Nous donnons également un nom à la tâche. Voilà, ça peut être le même. La source, on va prendre quelques données de tests qui sont sur le premier agent, le premier data mover. Nous avons en target un repository spécifique et une politique spécifique également. Alors, elle est butinée dans data et donc nous avons un dataset qui contient une centaine de mégas, hein, ce sera suffisant pour cette démonstration. En next, donc on pourrait, mettre du scheduling, mais là, on ne le fait pas. On va laisser les différents paramètres par défaut. Voilà, notre projet est créé. Voilà et donc nous allons pouvoir lancer toutes les tâches. Voilà qui est fait. On va aller voir donc les jobs. Nous voyons que la tâche, maître en fait a été créée. Le tab cache disk donc, est utilisé. Ici dans les logs, on voit rapidement que les chunks, donc on aura ici 18 chunks, commencent en fait à être écrits. Hein, bon, c'est des chunks qui sont petits, hein, on est sur un peu plus de 7 mégas. Donc ça va relativement vite. Voilà, ça est en train de se terminer déjà.
Voilà, donc la tâche, la tâche est terminée avec succès. Donc la ventilation, donc on a eu donc 18 chunks, 12 de données et 6 de parité qui ont été calculés en plus. On retourne sur le Media Manager pour jeter un coup d'œil et on voit que voilà, l'allocation des bandes s'est faite de manière en fait symétrique, hein. On a 6 médias qui sont consommés sur chacun des 3 sites. Voilà, et je vais passer la parole avec plaisir à mon collègue Thibaut, qui va vous parler du chiffrement des données au repos. Merci Mathieu. Donc le chiffrement des données au repos, je pense que c'est une fonctionnalité pour laquelle on a eu beaucoup de retours et beaucoup d'attentes de pas mal de nos clients. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très importante et qu'on est content d'enfin sortir avec Mira 4.2. Cette fonctionnalité, tout simplement, elle assure la confidentialité des données que l'on va stocker en faisant un chiffrement avant stockage sur le stockage de destination. Cette fonctionnalité est entièrement managée par Myria et on a implémenté les plus hauts standards en termes de sécurité et notamment on a tout un système qui est configurable pour s'adapter à votre besoin en termes de sécurité et notamment on va pouvoir configurer la rotation automatique des clés, par exemple quelle quantité de données doit lancer une nouvelle génération de clés et ainsi que le choix des algorithmes et des tailles de clés qui seront utilisées pour le chiffrement des données. On a deux modes de fonctionnement différents dans cette fonctionnalité, dans cette version. Le premier mode qui vient s'intégrer à un KMS externe, donc un Key Management System externe. Donc pour l'instant, on supporte Thales CipherTrust Manager. Donc vous voyez la petite image d'une des appliances de Thales, donc une appliance qui permet de gérer les clés de chiffrement et avec laquelle on va venir s'interfacer pour venir récupérer la clé qui servira à dériver les clés de chiffrement réelles qui seront utilisées sur les données. Donc c'est vraiment intéressant cette intégration parce que ça va permettre d'améliorer la sécurité, d'avoir le plus haut niveau de sécurité puisque généralement ces appliances vont utiliser un Hardware Security Module, un HSM, qui va permettre de sécuriser au maximum les différentes clés. Pour l'instant, on ne supporte que Thales CipherTrust, mais n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email pm@atempo.com qu'a partagé précédemment Armel. Si vous avez si vous êtes intéressé par l'intégration d'autres KMS, n'hésitez pas à nous le faire savoir, puisqu'on va faire évoluer cette fonctionnalité pour au fur et à mesure rajouter d'autres systèmes de KMS en fonction des différentes demandes que vous pourriez avoir. Un autre système, donc pour ne pas être dépendant d'un KMS, puisque vous n'avez pas tous forcément de KMS en place dans votre infrastructure. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, la fonctionnalité reste complètement utilisable. On va tout simplement pouvoir utiliser des certificats qui auront été générés manuellement. Et donc directement dans l'interface de Myria, on va pouvoir aller importer des certificats qui vont servir de clés de base pour le chiffrement des données. Ensuite, au niveau de l'interface, de toute façon, vous allez le voir dans une petite démo juste après, mais les règles de chiffrement, on va profiter de toute la flexibilité du logiciel Myria, puisqu'on va pouvoir les appliquer à n'importe quel niveau sur tous les éléments que vous avez dans l'interface. Donc, par exemple, on va pouvoir décider de ne chiffrer que les données d'un utilisateur, provenant d'un utilisateur, que les données sur certains types de stockage ou que les données provenant d'une certaine tâche. Donc vous avez toute la flexibilité en termes de chiffrement, vous n'êtes pas obligé d'activer le chiffrement de manière globale. Vous allez pouvoir, sur certaines destinations, peut-être utiliser certaines clés de chiffrement et sur d'autres, utiliser d'autres clés. Et vous avez toute cette flexibilité directement dans Myria au travers des default settings notamment. Vous allez pouvoir configurer finalement le chiffrement au niveau qui a le plus de sens pour vous. Et ce chiffrement, il est aussi supporté sur n'importe quel type de stockage que l'on est capable d'adresser dans Myria, donc que ce soit du stockage de type objet, disque, bande. J'ai oublié de mettre quand même une petite astérisque. Il n'est pas encore supporté avec la partie Erasure Coding, donc il faudra faire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en tout cas dans cette version pour le moment. C'est peut-être une limitation que l'on fera sauter dans les versions suivantes. Et enfin, il est aussi possible de combiner cette fonctionnalité avec la fonctionnalité qui s'appelle Advanced Network Layer qui était déjà disponible dans Myria.
afin d'effectuer du chiffrement de bout en bout. En fait, le chiffrement dans cette version, donc c'est du chiffrement at rest, qui peut être complémenté avec le chiffrement Advanced Network Layer, qui est du chiffrement des données en transit, donc du chiffrement finalement de tout le protocole d'échange inter-data mover. Donc, en utilisant les deux fonctionnalités, on va être capable du coup de faire du chiffrement de bout en bout des données, à la fois des données stockées, à la fois des données en transit. Alors, le cas d'usage qui est très intéressant sur le chiffrement des données au repos, c'est notamment le cas d'usage de sauvegarde d'archivage de données locales vers le cloud. Dans le cas où on vient externaliser les données de sauvegarde dans le cloud, eh bien, il y a toujours cette problématique d'assurer la confidentialité des données, quel que soit ce qui peut se passer dans le cloud, et aussi d'éviter que le service provider, donc le cloud service provider, puisse finalement espionner les données. Ça reste toujours une contrainte, notamment chez les cloud providers américains, puisqu'on sait qu'ils ont des accords avec l'État américain dans certains cas pour pouvoir disposer des données des utilisateurs. Eh bien, avec cette fonctionnalité, les données qui vont être entreposées dans le cloud seront déjà chiffrées avec un algorithme qui est complètement géré par Myria, et donc il ne sera pas possible de les déchiffrer directement sans avoir les clés qui se trouvent potentiellement en local. Donc dans ce cas, le schéma est relativement simple. On va lire des données qui se trouvent en local depuis donc le premier data mover. Ces données, une fois qu'on les a récupérées, on va venir récupérer le certificat, le ou les certificats, soit depuis le KMS, soit des certificats qui ont été importés manuellement. Et à partir des clés de ces certificats, on va générer des clés de chiffrement pour chaque donnée. Puisque je vous l'ai dit, les clés de chiffrement, en fait, il y a une rotation des clés de chiffrement qui va s'effectuer automatiquement. Et par défaut, je crois que la règle, on va le voir dans la démo, mais c'est tous les 7 gigas. On a suivi un peu les best practices de l'ANSI là-dessus. Tous les 7 gigas, on va créer une nouvelle clé de chiffrement qui va servir à chiffrer les 7 prochains gigas de données. La donnée est donc chiffrée par le data mover source avant d'être envoyée au data mover cible et d'être écrite directement dans le bucket. Et on va aussi donc au passage protéger les données en transit avec ce système de chiffrement sans avoir besoin de la partie Advanced Network Layer. Par contre, la partie Advanced Network Layer reste quand même indispensable si on souhaite faire du chiffrement de bout en bout sur l'intégralité, notamment sur le protocole de contrôle qui est utilisé entre les agents. Donc on va passer à la première démo. La première démo, c'est une démo de configuration. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se configure, dans l'onglet Security, Data Encryption, on va venir importer un certificat directement. Donc là, je suis en mode manuel. Je viens importer un certificat que j'ai généré manuellement. Donc j'ai généré deux certificats, une Certificate Authority et un certificat enfant qui a été signé par la Certificate Authority. Voilà, donc on importe les deux certificats. Ensuite, on va créer une politique de chiffrement. Dans cette politique de chiffrement, on va définir l'algorithme qui va être utilisé, la longueur de la clé et aussi au bout de combien de temps on va faire une rotation sur la clé. Et ensuite, on va définir une règle de chiffrement dans laquelle on va décider quels certificats vont être utilisés pour effectuer le chiffrement. Donc tous les certificats utilisés pourront être, toutes les clés privées des certificats utilisés pourront être utilisées pour restaurer les données. On a créé déjà un repository et une tâche. Et en fait, on va tout simplement, dans cette démo, activer le chiffrement au niveau d'un repository, c'est-à-dire que toutes les données qui seront envoyées dans ce repository seront automatiquement chiffrées avec cette règle. Donc, seront automatiquement chiffrées avec deux certificats différents, ce qui permettra de les restaurer avec l'un ou l'autre des certificats. Voilà, donc on a la tâche qui se lance et ça va se faire de manière transparente. Myria va aller chiffrer les données avant de les écrire sur la destination. La démo suivante, il n'y a pas plus à voir. La démo suivante, c'est une démo sur comment ça va se passer au niveau de la restauration lorsque l'on va venir récupérer les données qui ont été chiffrées. Donc on revient sur le repository dans lequel on a envoyé les données précédemment. On va sélectionner n'importe quel fichier ou dossier que l'on souhaite restaurer et lancer un job de retrieve, un job de restauration. On va le voir dans ce job de restauration, on va voir une sorte de petit warning qui va nous dire attention, il est nécessaire de donner
une clé, de donner la clé pour être capable de restaurer. Donc, vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà, le petit warning, c'est pour vous indiquer qu'il va être nécessaire de donner des informations additionnelles pour pouvoir lancer le job. Et donc, on va faire une validation du job en donnant la clé privée associée au certificat utilisé pour le chiffrement. Cette clé privée, vous pouvez la stocker dans un endroit évidemment le plus sécurisé possible et ne l'utiliser que si nécessaire au moment de la restauration. Cette clé, elle est souvent protégée par une passphrase. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir l'utiliser, on va rajouter la passphrase s'il y en a une. S'il n'y a pas de passphrase, on peut mettre n'importe quoi. Ça fonctionnera pour la restauration. Et donc voilà, très simplement, on a fourni la clé privée associée à l'un des 2 certificats qui a été utilisé dans le cas de la démo, et ça nous a permis de lancer la restauration des données qui vont être déchiffrées du coup par Myria. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous stockez vos clés privées en dehors du serveur Myria, eh bien finalement, peu importe qui a la main sur le serveur, même quelqu'un qui viendrait détourner l'usage, il ne sera pas capable de restaurer des données sans fournir la clé privée qui, elle, est peut-être stockée dans un coffre. Et voilà, j'en ai terminé pour la démonstration donc, du chiffrement des données au repos. Et je repasse la main donc, à Armelle. Merci Thibaut. On va continuer à avancer sur les autres évolutions de cette version et je vais passer la main à Mathieu pour qu'il nous parle du nouveau système de quotas qui a été ajouté au niveau du contrôle des repositories. Mathieu. Merci beaucoup Armelle. Oui, tout à fait. Donc, une nouveauté intéressante également dans Myria 4.2, la gestion des quotas au niveau du repository. Donc, on a la possibilité d'ajouter donc un hard quota de manière à ce que une population d'utilisateurs ait différents droits en fait sur un repository. Hein. Ce qui est également très intéressant de souligner, c'est que ce quota en fait est quelque chose de dynamique et à tout moment en fait il peut être amendé de manière à ce que le blocage en archivage, par exemple, d'un groupe d'utilisateurs en fait puisse être levé suite à une demande. Voilà, donc ça permet un contrôle, je dirais, beaucoup plus fin de l'espace consommé. Je pense. On peut également bien sûr, utiliser donc cette limite au niveau de l'interface graphique web, mais également au niveau de la REST API, via en fait la possibilité de faire un GET, donc de récupérer cette limite, ou de la CT. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, autre nouveauté très intéressante dans Myria, c'est la nouvelle tâche de copie sur bande. Vous connaissez je pense, pour la plupart d'entre vous, la notion de FSC. Nous l'avons complétée de manière à ce que l'itération disque to disque de backup puisse être complétée par une copie sur de la bande hein, pour un archivage plus long terme. La mise en fait hors ligne, donc en fait l'air gap de ces données, de manière à également pouvoir se prémunir contre différents types de menaces. Alors, on a 2 intérêts en fait sur cette fonction principale. C'est donc avoir une rétention qui est attribuée de manière spécifique, donc bien souvent plus longue. On va peut-être avoir quelques mois en fait sur disque et ensuite plusieurs années sur bande. Mais également, on a la possibilité d'avoir un agenda complètement décorrélé et on va pouvoir déclencher cette tâche de copie sur bande avec un timing spécifique et surtout donc une fréquence différente. Ça peut être par exemple une fois par mois pour propager sur bande ce qu'on appelle un monthly ou un mensuel. On peut passer à la suite. Voilà. Donc là, ici, on voit ce qu'on a habituellement sur un FSC. Hein, le P1, on a un nom de rétention, par exemple, ici. La première partie, la P1, correspond en fait à une copie, un backup full, hein, complet. Et ensuite, de P2 à P5, on voit des incrémentales. Donc, on peut passer à la suite. Voilà, on a la possibilité de rajouter en fait toutes ces données de backup, autant la partie full que les différentes incrémentales sur une bande.
hein. Les différents fichiers PACS, en fait, sont écrits directement au format brut, enfin RAW. Néanmoins, une fois qu'on est sur bande, on a une granularité qui est totale, c'est-à-dire qu'on a 5 ans de rétention, par exemple, mais on a la possibilité de venir restaurer de manière individuelle tel ou tel fichier au gré des besoins. Voilà, on va passer à la suite. Alors, une autre nouveauté intéressante dans notre itération de support de Microsoft, du cloud Microsoft Azure, c'est la prise en charge des blobs immuables. Donc, l'immuabilité, une fois de plus, je la rappelle, le but est de pouvoir obtenir des données immuables, c'est-à-dire qui ne peuvent en aucun cas être effacées ou altérées par qui que ce soit. Ici, en fait, ce qui a été travaillé au sein de Myria, c'est la possibilité de verrouiller une politique sur le blob Azure, hein. C'est équivalent au mode de conformité que vous connaissez déjà sur les différents clouds de type S3. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune dérogation avec un super utilisateur ou qui que ce soit pour pouvoir venir altérer, modifier, voire effacer les données, hein. Et donc, c'est prouvé et c'est estampillé par les différentes instances publiques, hein, que la donnée en fait restera conforme durant tout le temps de la rétention. On a également en fait le legal hold, en fait, qui est la possibilité de mettre en place un petit drapeau de conservation légale à l'objet près. Ça, c'est quelque chose que volontairement nous n'avons pas travaillé dans Myria. Néanmoins, si les objets en fait comportent ce flag, enfin ce drapeau en source lors d'une migration, par exemple, elles seront propagées en destination. Autre nouveauté intéressante, le masquage des métadonnées depuis l'interface web. Alors, les différentes métadonnées qui sont présentes par défaut dans Myria sont le plus souvent relatives à une verticale qui est la verticale média et un entertainment, avec, on voit Final Cut Pro, MXF, des choses comme ça. On a la possibilité, bien sûr, de rajouter différentes métadonnées métiers de manière manuelle. Et donc ici, on peut agir sur l'arborescence des métadonnées qui existent par défaut, de manière à pouvoir masquer ou afficher tout ou partie de ce jeu de métadonnées qui est préexistant. Voilà. Et donc, on obtient une vue filtrée de la structure des métadonnées. Et donc, nous sommes, enfin, dans certaines verticales, donc on n'est pas pollué par des choses en fait qui n'ont pas d'intérêt métier direct. C'est également disponible au niveau de la REST API. Je vais passer la parole à Renaud qui va vous parler de l'API REST public. Merci Mathieu. Donc, l'objectif évidemment pour une API REST sur une solution, c'est de fournir des capacités d'intégration avec l'ensemble des clients ou partenaires qui utilisent Myria. Donc, ça fait maintenant sur plusieurs itérations qu'on travaille sur cette API REST. Donc, on arrive maintenant à couvrir la totalité des fonctionnalités qui sont en web à travers l'API REST. Donc, c'était une très forte demande. Donc, on continuera à faire évoluer l'API REST avec les nouveautés qui apparaissent ou des optimisations qui seront demandées par nos clients. L'API REST donc, fournit la partie documentation avec le Swagger qui est intégré, la partie intégration facilitée. Donc, tout ce travail de maintien quotidien est poursuivi et maintenu dans les versions futures de l'interne. Merci Renaud. Alors, il y a également d'autres évolutions dans cette version Myria 4.2. On va dire des évolutions un petit peu plus mineures, mais des choses qui sont malgré tout intéressantes. On a ajouté la capacité de faire une sélection multiple d'objets au travers de l'interface web EasyMove. Donc, on peut cliquer sur plusieurs objets et en déclencher le transfert ou l'archivage.
On a aussi une capacité de filtrer les affichages, excusez-moi, au niveau toujours de l'EasyMove, du browse, mais aussi de l'API REST, de façon à ce que ce soit le même type d'affichage que ce que voit un utilisateur au niveau du file system. On ajoute des nouveaux stockages. Donc, vous voyez ici la mention du support de Azure NetApp Files avec le protocole NFS v3. On a également le support de ce que vous voyez dans la partie droite du stockage Ouglou. On ajoute des nouveaux OS avec le Red Hat Linux 9, SUSE Linux 12 et 15, l'OS Kylin V10 aussi, et d'autres capacités, notamment le support des attributs étendus sur PanFS. Les systèmes FanFS sont également désormais disponibles en tant que file system partagé au niveau de l'interface de Myria, et quelque chose qui nous a été pas mal demandé, qui est le support des attributs étendus de NFS v4. Voilà. Je vous renvoie à la release note pour plus d'informations. Alors, elle est disponible dans le portail de support, ainsi que la documentation qui est désormais disponible en ligne. Vous avez normalement reçu une notification automatique il y a quelques jours, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors, on en a terminé sur cette partie présentation du périmètre de cette version. On va passer au traitement des questions. Donc, période de questions-réponses. Je vais commencer par, dans la liste de ce que j'ai sous les yeux, on a une question sur les algorithmes de chiffrement. Pour toi, Thibaut, la question, c'est quels sont les algorithmes de chiffrement disponibles et supportés? Alors, on supporte 3 algorithmes, donc AES, qui est le standard un peu du marché, ARIA et SHA-SHA-20. Et sur ces algorithmes, on supporte trois tailles de clés différentes, 128, 192 et 256 bits. Super. Je vais rester côté chiffrement. Je vois que tu as commencé à répondre à la question qui était: est-il nécessaire de fournir la clé pour le désarchivage? Je verrai une sécurisation des données, je verrai plus, pardon, une sécurisation des données dans le cloud. Ouais, je viens de fournir une réponse. C'est vrai que c'est un cas d'usage intéressant. Je vais regarder comme si on n'a pas une méthode pour le faire de manière automatique, mais je n'en suis pas certain. Donc, il faudrait qu'on fasse évoluer cette fonctionnalité pour effectivement pouvoir profiter des fonctionnalités de la fonctionnalité chiffrement sans avoir besoin de refournir la clé à chaque fois. Qui est un mode un peu moins sécurisé, mais qui permet déjà de sécuriser les données stockées, notamment Oui, sur le cloud. c'est un compromis en fait, hein, on y perd un petit peu en sécurité quand même, hein. OK. Alors je regardais, ouais, donc après on a une question sur les quotas, pour toi Mathieu. Est-il possible de définir un quota pour une équipe particulière ou spécifique? Oui, c'est tout à fait le but, hein. Les repositories, en fait, ont un accès, en fait, qui est différencié en fonction des différents utilisateurs, et c'est bien sûr le but de pouvoir, appliquer des quotas qui soient différents selon les équipes, oui. OK. Alors après, j'ai 2 questions sur l'Erasure Coding. On nous demande quel est le type d'algorithme utilisé. Alors l'algorithme est bien sûr, un algorithme de type, Reed-Solomon, et nous avons choisi, un algorithme qui s'appelle Léopard. OK. Toujours sur l'Erasure Coding, quelqu'un qui dit qu'il fait de la sauvegarde en Y. Il se demande quels bénéfices ou quels avantages il aurait à utiliser l'Erasure Coding dans une seule librairie de bande, plutôt que de faire de l'Y. Alors, je comprends dans cette question que l'archivage ou la sauvegarde, en fait, en Y, tout est déjà dans une seule, librairie. Donc on a une empreinte, qui est 2 fois la copie, hein, donc un overhead de 100. Ici, en utilisant l'Erasure Coding, on gagnerait, en fait, 50 d'overhead. Parce qu'en fait, on n'aurait que 50 de blocs de parité calculés en plus avec un algorithme type canonique, un 4+2, et donc on gagnerait 50 de place par rapport à ce qui est consommé aujourd'hui. Néanmoins, ne pas perdre de vue qu'avec une seule librairie, on ne peut pas faire de tolérance sinistre. On aura donc toujours la tolérance de panne du code d'effacement qui permet de pallier au fait qu'on perde différents segments de données.
mais comme tout est au même endroit, on n'a forcément pas de tolérance sinistre, ce qui est donc notablement différent de la démonstration que j'avais montrée où on a 3 sites. OK, merci. Je vais revenir sur le chiffrement une petite minute. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des certificats maison pour que Myria chiffre les données stockées? Oui, puisque c'est l'un des 2 modes, hein, soit on utilise un KMS qui va gérer, donc les clés, directement, à la place de Myria, soit on va pouvoir, fournir ses propres, clés, ses propres certificats associés à ses propres clés de chiffrement. OK. Une question sur, Oracle Linux. Ouais, je Il suis en était train de répondre dessus. en train de répondre? Tu veux donner la réponse, plus Donc largement à la l'oral? réponse est effectivement, officiellement, on ne supporte pas encore, Oracle Linux 9, parce qu'on n'avait pas encore eu, beaucoup de demandes sur cet OS en particulier. Maintenant, on peut lancer, la validation, sachant qu'on cherche juste à se rassurer puisqu'on supporte déjà Red Hat 9, Alma Linux 9 et toutes les déclinaisons de Red Hat 9, donc C'est du test, quoi, c'est de la vérif. ouais, c'est plus, une validation officielle, un tampon officiel, mais on sait déjà que ça fonctionne sur le principe, il y a très peu de chances que cela ne fonctionne pas vu qu'on supporte déjà toutes les versions 9, de Red Hat et toutes ces déclinaisons. OK. Alors je vois qu'on a fait le Je tour note la demande. des questions, qui étaient publiées et disponibles. Je vais donc, en profiter pour vous remercier pour votre présence, pour les questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions après cette session, à nous faire un message. Je vous avais mis, sur le 1er ou le 2e slide, non, vous l'aviez ici, voilà, nos coordonnées, hein. Vous pouvez nous contacter, à cette adresse-là. Et voilà, et donc la version GA est disponible en téléchargement au travers de votre portail support. La documentation est publiée en ligne et n'hésitez pas, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Je remercie mes collègues, je vous remercie enfin pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. Très bonne Très bonne journée à journée à tous. tous. Au revoir.